Et on accueille le prochain speaker de T-Wall qui est Emmanuel Bertrand qui nous rejoint avec l'accueil musical. Emmanuel, voilà, on a fait à peu près tous les départements parce que là on est dans le 56 avec T-Wall. Avan, bonsoir On à est tous. d'accord, Avan, ok. Je vais réactualiser le compteur et puis on est parti pour 10 minutes. Donc on va parler dans un secteur différent, on va parler du nautisme. C'est On ça? va parler de nautisme, on va parler d'un petit dériveur gonflable et on va surtout parler de quelque part l'opposé de ce que vous venez d'entendre. Comment ça se passe le digital, le e-commerce dans une petite boîte de 9 personnes. Et ça c'est une autre histoire. C'est vraiment rock'n'roll. Je ne vais pas vous présenter de slide, c'est bientôt le week-end donc on va plutôt vous montrer des vidéos d'ici quelques secondes. T-Wall, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin on a un client qui est ici donc je le resalue, c'était sympa de venir me dire bonjour. Donc c'est une petite boîte qui a été créée il y a 6 ans, de 9 personnes aujourd'hui, créée par Marion Escoffon, la designer conceptrice du bateau. Donc si on peut lancer la vidéo, puis on va vous montrer exactement ce que c'est quand même. C'est un petit dériveur gonflable qui tient dans deux sacs. Bon, je laisse la vidéo, si on peut juste couper la musique par contre, parce que, ouais, merci. Notre métier aujourd'hui, 9 personnes, on fabrique un bateau, on le conçoit, on le distribue et on commence à le vendre en ligne. Alors, on est bien occupé à 9 personnes. On a un vrai métier d'industriel, on a plus de 50 fournisseurs pour fabriquer un bateau. 50 fournisseurs dans 8 pays, la majorité en France, mais c'est un vrai mécano industriel, donc c'est assez compliqué. Donc c'est notre premier métier, puis on est en train d'en apprendre un autre qui se révèle tout aussi complexe. Aujourd'hui, on a plus de 1000 bateaux qui naviguent dans 45 pays, donc c'est déjà un premier résultat, on est content, mais voilà, l'idée c'est comment est-ce qu'on passe la barre au-dessus, on a besoin d'aller plus loin en termes de volume. Surtout que l'industrie du nautisme est une industrie relativement compliquée, où on a quand même des volumes qui sont relativement faibles, même quand ça marche, et donc des marges qui sont assez tirées, ce qui complique d'autant plus les investissements sur Internet. Je vous passe rapidement... je vous passe rapidement comment on en est arrivé là, mais aujourd'hui, la stratégie marketing, c'est de se développer sur les États-Unis et en vente directe. Alors, quand vous êtes une petite boîte de 9 personnes basée à Vannes, c'est pas gagné. Surtout qu'en plus, on vend un produit qui est quand même à plus de 6 000 $ pièce, livré aux États-Unis, ou en France 6 000 euros. Là, vous avez un de nos clients, là, par exemple, qui est du côté d'Hawaï, il nous a envoyé une petite vidéo, il était sympa. Mais c'est pas gagné quoi. Quand vous allez pour dire à une personne qui vous connaît pas, qui découvre le truc, une petite boîte française qui va mettre sa carte bleue pour 6 000 $, vous partez de loin. Et moi le premier, il y a quelques années, j'avais dit pas demain la veille. Et puis finalement, on s'est retrouvé coincé par un réseau de distribution qui marchait pas, on n'arrivait pas à décoller. Donc il y a 2 ans, on a pris la décision de partir sur le web. Il me reste 7 minutes, ouais, ça me rassure. Surtout qu'en plus, on a affaire à des marins, donc des gens qui ont quand même un peu les pieds sur terre. C'est pas un mauvais jeu de mots, mais c'est vrai, et qui n'achètent pas n'importe quoi. Aujourd'hui, en termes de résultats, en termes qualitatifs, je commence rapidement par là, puis après je vous parle surtout de toutes les conneries qu'on a faites, qui sont assez nombreuses. On commence à avoir une bonne crédibilité aux États-Unis, notamment grâce au site qu'on a lancé il y a une dizaine de mois. On a été exposé au printemps au Design Store du MoMA, on a des articles dans Forbes, on a été contacté ce matin encore par American Airlines pour être dans leurs 700 000 exemplaires qui distribuent dans les avions pour faire un article. Donc on est assez content de ce côté-là. En quantitatif, c'est beaucoup plus modeste, mais c'est déjà 20% du chiffre d'affaires de la boîte. On vendait une dizaine de bateaux par an aux États-Unis depuis 4-5 ans qu'on a lancé la boîte. Cette année, on est à 40. Et sur ces 40 bateaux, on est à plus de 90%, c'est de l'Internet. Donc des gens qu'on ne connaissait pas, qui ont mis leur carte bleue. Donc l'objectif maintenant, c'est de faire encore x3 l'année prochaine, bien sûr, pour arriver à plus d'une centaine de bateaux. On a 3 facteurs qui nous paraissaient importants, nous, pour établir une présence sur le net. La crédibilité. Parce qu'on a beau être petit, 9 personnes, mais il ne faut pas que ça se voit, surtout nous qui avons un produit hyper cher, quand même, très premium. Donc tout l'enjeu, c'était de comment est-ce qu'on apparaît comme des gros, hyper pro, parce qu'on est contre des Amazon, on est contre des très très gros. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai une bonne anecdote sur Amazon. Et nos clients ont des habitudes de consommation premium, donc il fallait qu'ils retrouvent cet univers, ce professionnalisme. Pas simple. Crédibilité, proximité. Ça, c'est important. Là, on a tous le même problème. Il faut apparaître, on vend aux États-Unis, donc il faut apparaître comme américain. Donc ça veut dire une hotline. Bon, nous, en pratique, c'est un mec qui répond quand il a le temps, parce qu'il ne fait pas ça à plein temps, évidemment. Une adresse aux États-Unis, une facturation aux États-Unis, et surtout un contenu qui est hyper localisé. Donc c'est beaucoup de travail pour avoir le bon contenu qui va bien aux États-Unis. Et puis ensuite, évidemment, donner envie, des belles photos, des belles images, des belles vidéos. Il y a celles qu'on produit, puis celles qu'on nous envoie de temps en temps.
Je vais 5 minutes, voilà, c'était pour vous donner un peu le contexte. L'enjeu pour nous, compliqué pour une TPE de se dire on va se faire les États-Unis contre des très gros acteurs pour aller vendre des produits à 6 000 $ pièce. Et ben on a fait un paquet de boulettes. Les trois principales aujourd'hui que on peut vous partager, hein, c'est vraiment du micro. Enfin, c'est pas de la grande stratégie, mais c'est les problèmes qu'on rencontre de tous les jours. Le premier problème, vous êtes une boîte de 8 personnes à l'époque, bah, il faut embaucher quelqu'un pour s'occuper de ça. Et là, vous êtes alors un développeur, de toute façon, vous savez que vous n'avez pas pour le développeur en interne. Un technicien, c'est pas mal, mais vous avez tout aussi la partie web marketing. Donc en fait, vous allez chercher un mouton à 5 pattes qui fait à la fois la partie technique, c'est-à-dire le socle, la maison, et puis celui qui va pouvoir aller faire un peu de promotion à l'extérieur, du web marketing, tous ces trucs-là. La réalité, c'est que ça n'existe pas. Donc on s'est planté sur un premier recrutement, on a perdu 12 mois, le temps que le mec arrive, qu'on se rende compte que ça n'allait pas, qu'on en retrouve un autre. Il y a une année qui est passée. Et vous avez perdu bien sûr beaucoup d'argent. Donc là on est parti sur un profil plutôt technique pour bien stabiliser la maison, voilà, les socles, la fondation, et puis on fait appel à des prestataires, voilà. Puis le profil technique fait en sorte d'apprendre aussi ce que c'est que le web marketing, et ça demande bien sûr, moi je m'y mets également. Donc ça c'était le premier gros bug qu'on a eu, RH. Très très compliqué quand même de recruter des gens de qualité qui ont un peu d'expérience. Enfin, on n'avait pas eu beaucoup de profils, hein. Et pourtant on a une boîte plutôt sympa, machin, on payait bien. Non, on avait eu deux profils vraiment faisables. Donc ça, gros souci de formation de ce côté-là. Deuxième choix où on s'est planté, c'était sur le choix technique de la plateforme. E-commerce, on va devenir des e-commerçants, machin. Donc on a dit on va prendre une grosse bécane, machin, un PrestaShop, truc très sérieux. On avait validé un peu ce qu'on devait faire avec les prestataires. Et puis finalement, au moment de mettre le courant, on met le site en ligne et là on s'aperçoit que ça faisait très bien le e-commerce, mais toute la partie gestion de contenu en multilangue qui était super importante pour nous parce qu'on a à la fois un site US, un site international, un site français, et puis on va en ajouter d'autres, ça ne sait pas faire. Résultat des courses, on a tout cassé, puis on a tout redéveloppé. Donc pour les petites PME, ne vous fiez pas nécessairement à votre prestataire que vous connaissez bien à côté. Vous devez mettre vraiment les mains dedans, bien comprendre les enjeux, bien comprendre vos besoins et pas hésiter à les challenger, en faire un paquet. Vous devez comprendre ce que c'est. C'est manque de bol, c'est chiant, mais ouais, pas le choix, hein. Parce que si vous ne le faites pas, vous avez toutes les chances de vous planter. Et si vous devez faire quelque chose, aujourd'hui, je recommencerai, mais en faisant plutôt un petit truc, en se disant on va se planter, on lance quelque chose, effectivement, l'essentiel c'est de commencer, puis on casse tout au bout de 6 mois et on recommence et on pleure moins parce qu'on a moins perdu d'argent. Enfin, le contenu. On était parti, on a quand même un produit hyper design, on a des clients assez haut de gamme, truc premium. Du coup, on avait fait appel à une super designeuse qui bosse très bien, hein, qui a aussi un super boulot sur Nantes pour faire le design du site. Et elle nous avait fait un site à Apple, super clean, super classe, qui était vraiment très beau. On a eu des super retours le jour où on l'a lancé. Nos investisseurs, ils fondaient, tout était beau, c'était super, sauf qu'on vendait rien. Et c'est là où j'avais quelques doutes, hein, quand on a lancé le truc, je ne vous cache pas, mais je me suis laissé embarquer là, c'est joli, c'est beau, c'est premium, c'est design. Et la réalité, c'est que le e-commerce a ses règles, il faut tester, c'est pas nécessairement le plus joli qu'il faut faire, mais c'est un bon mix entre un truc qui va bien et puis à des moments des trucs qui sont juste efficaces. Et dans le cas des États-Unis, ça va même un peu plus loin, il ne faut pas hésiter à faire du moche. Ça s'appelle du moche parce qu'ils ont des habitudes, culturellement c'est pas tout à fait pareil. Il n'y a pas qu'Apple en fait. Et surtout ce qu'ils attendent d'une petite boîte, c'est pas nécessairement la même chose que d'une très grosse boîte en termes d'image. Donc on a été obligé de s'adapter et on a sorti un site volontairement beaucoup plus moche que le premier. Mais par contre beaucoup plus efficace. On a vraiment mis ce qu'on voulait à tel et tel endroit. Alors beaucoup moins de tests parce qu'on n'a pas les moyens de faire 40 tests par bouton. Mais en tout cas, on avait une idée un peu plus précise de là où on voulait aller. Et le résultat, c'est que du jour au lendemain, ça s'est mis à transformer. Donc il n'y a pas de vérité. Ça dépend vraiment de votre produit, ça dépend de votre marque, ça dépend de votre image, ça dépend de votre marché. Mais effectivement, tester, vous planter, recommencer et ne pas rester bloqué sur une idée fixe parce que ça ne marche pas du tout.
j'entendais parler de Google et de SEO, juste pour vous partager une petite anecdote, puis ça vous montrera aussi l'importance d'un autre canal. Quand on a lancé notre dernier site, là, c'était cet été au mois de juin, une semaine après, on était en première page de Google aux États-Unis sur la recherche SalesBot, juste derrière Beneteau. T'es super fier, t'es super content. Au bout d'une semaine ou deux, on est passé en deuxième page. Et puis là, Google nous a envoyé un mail il n'y a pas très longtemps, enfin un message, comme quoi c'était notre site mobile qui déterminait notre classement. Et bien on est passé à la 12e page de Google. Donc ça veut dire qu'il faut tout recommencer. On a un gros problème de serveur, il faut remonter pour que le mobile soit beaucoup plus réactif. Bon, donc n'oubliez pas le mobile, ça devient de plus en plus important, et surtout pour Google. Voilà, j'ai fait mes 10 minutes. Ouais, on est bon sur le timing. On s'arrête là? C'est bon pour moi. Allez, merci beaucoup Emmanuel pour ce retour d'expérience digital, mais pas que, hein, parce qu'on a parlé aussi recrutement, etc. Est-ce que vous avez des questions par rapport justement à... Oui, alors une question là-bas, si on peut juste apporter un micro. Alors c'est, voilà, juste dans l'allée, un petit peu plus haut. C'est à vous. Oui, bonjour. Pourquoi ce développement sur les États-Unis? C'est une longue histoire, mais en gros, le marché français ne nous suffit pas. On plafonne aujourd'hui à 70 bateaux par an sur le marché français. Et attaquer un pays, vous prenez l'Allemagne ou les États-Unis ou l'Italie, pour nous, c'est à peu près le même prix en fait. Il n'y a pas de différence. Donc autant attaquer un pays où il y a 250 millions de personnes plutôt qu'un pays où il y en a 20, 30, 50 millions. En gros, c'est ça. La taille du marché. La taille du marché, plus la facilité aussi de l'anglais qu'on pratique beaucoup plus aisément que les autres langues en fait. Okay. Ça marche. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, pas de question. Alors, juste sur la ville, j'ai oublié de vous préciser, on s'est aperçu à ma grande surprise qu'on avait eu cette année sur les États-Unis, parmi la quarantaine de commandes qu'on a prises par Internet, 2 qui ont été passées sur les mobiles. Et ça, franchement... Vous n'auriez pas, pas signé pour ça, non. Forcément, pas pressenti ces éléments-là, ouais, on est d'accord. Et aujourd'hui, quels sont les éléments les plus, sur un peu les métriques du site web, qu'est-ce qui marche le plus? Tout à l'heure, on a vu la vidéo là, qui est très, très sympa, qui montre un peu le montage en mode accéléré. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon vous, fait la différence sur le... Donc on a bien compris que le nouveau site, que le beau ne faisait pas forcément vendre et qu'il valait mieux un site efficace. Est-ce qu'il y a des choses de réassurance en termes, je sais pas, d'avis utilisateur, de tests, de vidéos, de tutoriels? Effectivement, c'est super important. C'est le nouveau site, vous avez que ça partout en fait. Vous allez sur la page Tiwal3, vous trouverez rapidement les reviews des clients, les avis des journalistes, design, enfin, c'est vraiment très 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 didactique. Plus il y a d'informations et on s'aperçoit en fait que nos clients finalement ne veulent pas nous contacter. Ils sont très contents de faire leur popote dans leur coin. Et surtout sur les États-Unis, hein, on a très peu de mails, on a très peu la plupart des commandes arrivent direct, ils nous ont jamais parlé en fait. Hein. C'est surprenant. Mais par contre, il faut avoir le numéro de téléphone, l'email, le truc qui va bien au cas où ils ont envie. Ok, mais ce qu'on disait tout à l'heure, juste avant aussi sur le côté un peu click to community, où si on peut faire appel à la communauté, ça peut avoir éventuellement une valeur ajoutée, même si le volume ne justifie peut-être pas. Alors la communauté, c'est un truc extraordinaire, sauf que dans notre cas, en principe, des gens qui s'achètent des jouets à 6 000 €, ils ont quand même un mode de vie qui est plutôt bien occupé en général et ils sont pas très communautaires dans l'ensemble. C'est pas parce qu'ils ont un boulot, ils ont un bon boulot, ils ont une vraie vie et ils passent pas leur vie sur Internet à chatter, quoi. Donc on a un petit souci de ce côté-là. Ok, bon, il y a encore sûrement de choses à tester. On a beaucoup parlé du test and learn aujourd'hui. Donc, bravo en tout cas pour cette super expérience et cette innovation, le Tiwal.